Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un livre assez particulier du début du XXe siècle. Oui, Every Man a King, donc Chaque homme est roi, d'Horizon Swett Marden. Exactement. Et c'est un texte qui s'inscrit vraiment dans ce courant qu'on appelait la nouvelle pensée. Tout à fait. Un mouvement de l'époque, fin 19e, début 20e, très axé sur le pouvoir de l'esprit, quoi. C'est ça. L'idée que nos pensées peuvent vraiment modeler notre réalité, notre santé, notre succès. Et c'est justement ça notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu comment Marden voyait ça. Comment, selon lui, on peut devenir maître de notre esprit? L'idée centrale, c'est vraiment que la pensée est une force fondamentale. Oui, pour Marden, c'est pas juste une activité passive dans notre tête. Non, c'est le vrai moteur de notre destin. D'accord. Et on va voir comment il argumente ça, avec des images, des exemples, et même des expériences qu'il présente comme scientifiques. Alors, commençons par le début. Chapitre 1. Il utilise une image forte, non? Ah oui, l'analogie du navire. Très parlante. Racontez un peu. Il imagine un jeune capitaine qui hérite d'un super bateau. Il est tout content des voiles, de la vitesse, mais il néglige complètement le gouvernail. Il sait pas à quoi ça sert ou il s'en fiche. Un peu des deux, peut-être. Résultat, le bateau part à la dérive, poussé par les vents, les courants, Et ça finit mal, j'imagine. évidemment, naufrage. Et Marden nous dit, et nous, est-ce qu'on ne fait pas pareil avec notre vie, notre esprit? On laisse les vents de la colère, des passions, des rencontres nous diriger, sans cap? Voilà. La pensée, c'est le gouvernail. Sans direction consciente, on est juste ballotté. Il a une phrase choc d'un autre. La pensée est un autre nom pour le destin. Carrément. C'est puissant comme affirmation. Oui, il insiste, il faut prendre les commandes, savoir ce qu'on veut sculpter dans notre vie. Comme un artiste devant son bloc de marbre. Chaque pensée serait un coup de ciseau. C'est l'image qu'il emploie, oui. Chaque pensée nous façonne, qu'on le veuille ou non. Et il étend ça à l'éducation des enfants, c'est intéressant ça. Oui, il cite un certain M. Carter. L'idée, c'est qu'au lieu d'apprendre juste l'obéissance extérieure, Oui. il faudrait apprendre aux jeunes à gouverner leur propre royaume mental. Pour en faire des adultes plus autonomes, plus droits. C'est ça, une base pour soi et pour les générations futures, selon lui. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de la pensée. Bon, une fois qu'il a posé ça, il essaye de prouver le lien entre l'esprit et le corps. Et là, ça devient assez étonnant avec les expériences qu'il cite. Oui, il fait appel à la science de son temps. Par exemple, un professeur Anderson de Yale. Qui aurait fait quoi concrètement? Apparemment, il aurait mis un étudiant sur une balance très sensible. Et quand l'étudiant réfléchissait à des maths complexes, Oui. la balance penchait du côté de la tête. Légèrement, hein. Et l'interprétation, c'était quoi? Un afflux de sang? C'est ça, un afflux sanguin mesurable vers le cerveau causé par l'effort mental. L'idée de peser une pensée en quelque sorte. Fascinant. Et il y a d'autres exemples comme ça, Oui, il parle aussi d'Elmer Gates, un autre scientifique de l'époque. qui lui affirmait pouvoir... Pur. La rigueur scientifique a évolué. Mais ce qui compte ici, c'est l'intention de Marden. Montrer que l'esprit a un pouvoir direct, physique, mesurable sur le corps. Il cherche des preuves tangibles. Exactement. Et il va encore plus loin avec Gates et la chimie des émotions. Ah oui, ça c'est particulier, la laine condensée. C'est ça. Selon Gates, l'haleine de quelqu'un en colère, une fois condensée et traitée chimiquement, donnait une couleur brunâtre, Et pour le chagrin? grisâtre. Pour le remords, rosé. Et la conclusion de Marden là-dessus? Que les émotions négatives génèrent littéralement des poisons dans le corps. Et les positives, des substances bénéfiques, nutritives. Encore cette idée d'impact physique direct. Toujours! Il relie ça aussi à des travaux plus anciens, comme Pavlov sur la salivation des chiens, rien qu'en anticipant la nourriture, ou l'influence des émotions sur la digestion. Tout converge pour lui. Esprit et corps sont liés. Et il ne s'arrête pas là. Il donne des exemples encore plus frappants, voire tragiques. Oui, il parle des morts par choc émotionnel, une peur panique, une joie trop soudaine, un chagrin insoutenable. Comme cette jeune femme à Londres qui meurt en voyant un câble électrique tomber, sans même être touchée. Par exemple, ou des cas où la simple croyance, la suggestion a des effets énormes, Le fameux étudiant qu'on fait croire saigner à blanc et qui meurt. ou l'homme qui pense avoir avalé une punaise et développe des symptômes terribles. C'est le pouvoir de l'autosuggestion négative en quelque sorte. Mais Marden insiste beaucoup sur l'inverse aussi, le pouvoir positif de la pensée. Les cas de guérison ou de force décuplée. Exactement. Benvenuto Cellini qui oublie sa fièvre pour sauver sa statue, l'Enfoulion. Ou le chef mort, mulet Moluque, mourant mais qui mène son armée à la victoire avant de s'éteindre.
ou des exemples plus quotidiens, comme la mère invalide qui trouve une force surhumaine pour sauver ses enfants d'un incendie. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, selon Marden? C'est pas les muscles qui gonflent d'un coup? Non, pour lui, c'est purement mental. C'est la conviction absolue, l'oubli de la faiblesse, la focalisation totale qui libère une énergie. Une énergie normalement bloquée? Voilà, inhibé par nos doutes, nos peurs habituelles. Il cite même des médecins reconnus de son époque, comme Osler ou Gilliff, Qui admettait quoi? qui admettaient l'importance de la foi dans notre traitement, le médecin ou en soi, et de la suggestion dans la guérison, tout en mettant en garde contre les abus, bien sûr. D'accord. Donc ce lien esprit-corps est vraiment central. Après ça, il s'attaque à un gros morceau, Jean. La peur. Ah oui, L'ennemi public numéro 1 pour Marden. il l'a décrit comment? Comme une force totalement négative. Démoralisante, destructrice d'ambition, cause de maladie, paralysante. Il n'a pas de mots assez durs. Il cite d'autres penseurs là-dessus? Oui, Holcomb, Fletcher, qui la qualifie de morbide, d'asphyxiante. La peur étouffe la vie, en gros. Et il critique la façon dont on l'inculque aux enfants? Très vivement. Les fais pas ci, fais pas ça, sinon, les histoires pour faire peur, genre le loup va te manger. Les parents trop anxieux qui transmettent leur propre peur? Exactement. Pour lui, ça freine le développement du courage, de l'autonomie. Il cite même un docteur Ferriani Qui disait quoi, elle? que 88% des enfants craintifs pourraient être guéris simplement par le bon sens et en leur suggérant le courage. C'est un chiffre précis. Et il parle aussi de la peur de l'avenir. L'inquiétude. Oh oui, cette tendance à anticiper le pire, la peur de la pauvreté, de la maladie, des choses qui, souvent, n'arrivent jamais. Il prend l'exemple de familles qui se privent de tout. Oui, qui gâchent leur présent et celui de leurs enfants par peur d'un revers de fortune futur. Pour Marden, c'est un gaspillage monumental d'énergie. Alors, comment on fait pour lutter contre cette peur, selon lui? D'abord, réaliser que la peur, c'est surtout dans l'imagination. C'est du pas encore arrivé. Prendre du recul, analyser froidement la situation réelle. C'est ça. Comparer la réalité présente et la projection catastrophique. Et surtout, se convaincre d'une chose. La peur n'a que le pouvoir qu'on lui donne. L'image de la poutre en hauteur. Exactement. Marcher sur une poutre au sol, c'est facile. En hauteur, c'est la peur de tomber qui rend ça dangereux, pas l'acte lui-même. Et il donne un exemple concret pour illustrer comment calmer la peur collective. Oui, l'histoire du docteur Cartwright à Natchez pendant une panique de fièvre jaune. Il aurait ramené le calme et la confiance et ça aurait, selon Marden, enrayé la panique et peut-être même limité l'épidémie. Parce que la peur elle-même aggravait les choses. C'est l'idée. La peur affaiblit le corps et l'esprit. Donc, la stratégie clé, c'est, Le remplacement. oui, le remplacement actif et conscient. Dès qu'une pensée de peur arrive, hop, on la chasse et on met à la place une pensée de confiance, de force, de capacité. Faut être vigilant en permanence alors. C'est une discipline, oui. Il suggère même des trucs pour s'aider, hein. Se plonger dans un travail qui absorbe, lire quelque chose de drôle ou d'inspirant, pour couper le film catastrophe mentale. Et affronter les grandes peurs, comme la mort. Essayer de les démystifier, de s'y habituer intellectuellement. Pour Marden, vaincre la peur, c'est vraiment libérer son potentiel. C'est essentiel. Et il ne cible pas que la peur. Il y a d'autres émotions meurtrières, comme il dit. Oui, la colère, par exemple. Il mentionne les risques d'apoplexie, les effets néfastes sur la digestion. Le chagrin aussi. Le chagrin prolongé, oui. Il cite des cas comme Correggio ou Keats, qui seraient morts de chagrin. La jalousie aussi, vue comme très destructrice pour la santé et la raison. Il revient toujours à cet impact physique. Toujours. Les poisons chimiques générés par ces états négatifs. Et les solutions, c'est la même logique que pour la peur de panique. Oui. Pour le chagrin, par exemple, ne pas s'y complaire indéfiniment. Cultiver plutôt la gratitude, chercher activement le positif. Il trouve ça égoïste de ruminer sans fin. Et pour la colère. La voir comme une forme de peur ou d'insécurité, et la combattre par la maîtrise de soi, la logique. Il cite Mirabeau. Les insultes sont les raisons de ceux qui ont tort. Pas mal. Et surtout, cultiver l'optimisme, la bienveillance. Il parle aussi des humeurs, du coup, de blues. Oui, le chapitre sur la maîtrise des humeurs. Ne pas être l'esclave de ses états d'âme. Dire « Ok, je me sens pas top aujourd'hui, mais je vais quand même faire de cette journée une réussite. » C'est la volonté qui prime, encore une fois. Toujours. Affronter les difficultés. Bannir activement les pensées négatives. Et utiliser ce qu'il appelle le pouvoir d'expulsion d'une émotion contraire. C'est-à-dire, Quand on est triste, se forcer à sourire, penser à un truc joyeux, écouter de la musique entraînante, inonder le négatif avec du positif,
consciemment. C'est un vrai entraînement mental, en fait. Un entraînement constant, oui. La discipline mène à la maîtrise de soi. Bon, après avoir bien insisté sur comment virer le négatif, il passe logiquement à comment construire le positif. Exactement. Il oppose le pessimisme, qu'il juge non rentable, Non rentable? oui, dans le sens où ça n'apporte rien de bon. Le pessimiste cherche les problèmes et finit par les créer ou les attirer. C'est contagieux, mauvais pour la santé, les affaires. Et à l'opposé, il y a quoi? Le pouvoir de la pensée joyeuse, l'optimisme, la joie, vus comme des forces créatrices. Bénéfique pour la santé? Oui, il parle de lubrifiant mental, d'amélioration de la circulation, et puis on préfère tous être avec des gens positifs, non? C'est sûr. Donc il faut activement choisir de voir le bon côté, de rayonner la joie, nier le pouvoir du négatif. C'est ça qui amène la sérénité, pour lui. Ensuite, il s'attaque à nos croyances limitantes. Le fameux «je ne peux pas». Ah, ça, c'est un grand classique chez lui. Penser qu'on est faible, malade, pauvre. C'est déjà créer ces conditions selon sa logique. Il refuse l'idée de fatalité, d'hérédité négative inévitable. Complètement. Pour lui, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit sur notre propre constitution, notre destin. Et la clé, c'est quoi alors? L'affirmation? C'est ça, l'affirmation qui crée le pouvoir. Il faut affirmer avec conviction ce qu'on veut être, faire ou avoir. Même si on n'y est pas encore? Surtout si on n'y est pas encore. C'est la foi, la confiance en soi qui est première. Répéter ces affirmations positives, ça renforce le courage, ça dissout le doute. Et ça nous rendrait magnétiques. C'est quoi cette idée? L'idée que nos pensées dominantes attirent les circonstances correspondantes. Si on affirme la santé, le succès, l'abondance, on crée une sorte d'aimant intérieur qui va attirer ces choses. C'est un concept central de la nouvelle pensée, ça. Tout à fait. Et ça mène à une autre idée assez étonnante. Laquelle? Que nos pensées rayonnent. Elles créent une atmosphère autour de nous qui influence les autres. Ah oui, comment ça? Si vous pensez du mal de quelqu'un, même sans rien dire, ça peut transparaître, créer une tension. Une pensée de suspicion pourrait même subtilement pousser l'autre à être moins honnête avec vous. C'est puissant comme idée. Et un peu effrayant, non? Ça met une sacrée responsabilité sur nos pensées. D'où l'importance pour Marden de cultiver et de rayonner consciemment du positif, de la bienveillance, de l'encouragement. Et cette force mentale, cette confiance, c'est la clé du succès. Pour lui, absolument. Il donne plein d'exemples, inventeurs, leaders, qui ont réussi parce qu'ils croyaient dur comme fer en leur projet, malgré tout. Et ça marche aussi pour influencer les autres. Bien sûr, dans la vente, l'enseignement, le leadership, la confiance qu'on inspire aux autres découle directement de la confiance qu'on a en soi. Il applique ça même au caractère, à la personnalité. Oui, au lieu de se focaliser sur ses défauts, il dit « cultivez activement la qualité opposée ». Si on est timide, affirmez la confiance. Si on est mélancolique, cultivez la joie. On peut renforcer des facultés qu'on pense faibles. C'est son pari. Par la concentration, l'affirmation répétée de la qualité qu'on veut développer. Il va loin, il parle même de beauté physique. Oui, pour lui, la vraie beauté durable vient de l'intérieur, d'un esprit et d'un cœur beau. La gentillesse, la sérénité, ça embellit selon lui. Et l'imagination, c'est pas juste pour rêver? Pas du tout. C'est une force créatrice majeure, la source du progrès, mais il faut la diriger vers des buts positifs, constructifs. Et il termine en défiant même le temps qui passe, le vieillissement. Oui, il dit qu'il faut refuser de vieillir mentalement, rester actif, curieux, optimiste, aimant. L'âge serait en grande partie un état d'esprit influencé par nos pensées et notre attitude. Alors pour finir, comment on fait concrètement pour maîtriser tout ça? Il donne des pistes? Oui, les derniers chapitres synthétisent. C'est la discipline mentale. Être vigilant, concentré, visualiser ce qu'on veut. Et toujours combattre la peur et le négatif. Exactement. Par la confiance, le calme intérieur. Le but ultime, il le formule de façon assez spirituelle. C'est-à-dire? Que l'homme à venir réalise sa divinité. En gros, atteindre une telle maîtrise de soi, une telle sérénité, qu'on devient vraiment maître de sa santé, de son bonheur, de son succès. Moins dépendant des aléas extérieurs. Donc, pour résumer, ce voyage dans Every Man a King, Marden nous dit que notre pensée est reine. C'est l'outil fondamental pour tout sculpter.
Notre caractère, notre santé, notre réussite, même notre façon de vieillir. C'est une invitation à prendre les rênes de notre royaume intérieur, quoi. Tout à fait. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la magie instantanée pour lui. C'est un travail. Un travail constant, une discipline de l'esprit, être vigilant sur ce qu'on pense, remplacer activement le négatif et cultiver une foi solide en ses capacités et dans le bien. C'est un entraînement quotidien. C'est exactement ça. Alors, pour conclure notre discussion, peut-être une petite question à laisser en suspens, inspirée par tout ça. Oui, Si nos pensées ont vraiment ce pouvoir, même un petit peu, quelle serait cette pensée négative qui tourne en boucle dans notre tête, là, ce petit caillou mental, qu'on pourrait décider consciemment, dès aujourd'hui, de commencer à remplacer? Et par quelle affirmation positive on pourrait commencer, juste pour voir, à redessiner un peu notre paysage intérieur? c'est une bonne question à se poser en effet. Ça laisse matière à réflexion.